Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques petites minutes de patience encore pour que les derniers à se connecter arrivent, mais soyez les bienvenus à notre webinaire du jour. Il y en a encore quelques-uns qui se chargent. Merci à ceux qui ont été très ponctuels de l'avoir été et bienvenue aux derniers arrivants. On se laisse une petite minute de plus et puis je propose ensuite qu'on démarre si Pascal et Thomas vous êtes prêts aussi. Ouais, ouais. Absolument. Super. Bon, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Soyez tous et toutes les bienvenus à notre série de webinaires dans le cadre de notre programme LCL Smart Business. Smart Business, vous le savez, c'est notre programme d'accompagnement à la transformation de nos clients, de nos prospects, entreprises, institutionnels. Et donc, par l'intermédiaire de ce programme, nous avons un certain nombre d'univers de transformation sur lesquels nous appuyons sur des partenaires labellisés. Et dans l'univers de la partie innovation, R&D, réindustrialisation, nous avons fait entrer très récemment dans cet univers le partenaire Heming, qu'on est ravi de retrouver aujourd'hui, et en particulier pour son expertise autour de la complexité de l'obtention des sujets des subventions publiques, qui est au cœur souvent des projets industriels ou projets d'innovation que vous portez dans vos organisations. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Thomas Guigui, que je laisserai se présenter, et Pascal Salvador, que vous voyez aussi en rubrique, pour nous apporter leur vision de des solutions concrètes qu'on peut travailler ensemble sur ce sujet-là. Et puis moi, je serai le gardien du temps de cette organisation. Vous avez donc un petit Q&A avec le petit carré, le petit point d'interrogation sur lequel vous pouvez poser toutes les questions qui vous sont utiles. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Donc vraiment, poussez les questions dès que vous en avez, et puis on aura un temps de questions-réponses. Si jamais on est sur des questions-réponses qui peuvent être répondues rapidement dans le cadre des slides, on essaiera aussi de les intercaler si on peut. Mais voilà, messieurs, je vous laisse la main. Et encore une fois, merci de votre écoute. À midi, on a à peu près une demi-heure de présentation et tout le temps après du question-réponse. Et on s'engage à vous lâcher à midi, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, pour la suite de votre journée. Très bon webinaire. Merci Rodolphe. Bonjour à tous. Donc moi je suis Thomas Guigui, responsable des partenariats finance innovation chez Heming. Donc j'ai le plaisir d'animer ce partenariat avec le LCL, donc, qui est axé sur les financements de l'innovation, qui est une de nos expertises. Dans un premier temps, moi je vais juste prendre 5 minutes pour vous dire un petit peu qui est Heming et justement pourquoi on a monté ce partenariat et qu'est-ce qui nous donne la légitimité de vous présenter aujourd'hui finalement quelles sont les typologies d'investissement qui peuvent être éligibles à des subventions publiques et dans quelle mesure vous pourrez y accéder, quelques bonnes pratiques. Et donc, ça sera notre expert Pascal que je vais laisser se présenter avant de vous dire quelques mots sur Heming. Ouais, bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Pascal Salvador, je suis dans le département aide et subventions, soutien aux projets d'investissement et d'innovation depuis 6 ans chez Aiming. Et je serai votre interlocuteur aujourd'hui, présentateur des sujets d'investissement. Merci Pascal. Donc, sur la prochaine slide, donc une slide qui illustre en fait les expertises d'Heming, qui nous positionne en fait en tant que partenaire de la performance opérationnelle chez nos clients, puisque sur les leviers de l'innovation, des ressources humaines, des taxes et de l'ESG, on va permettre finalement à nos clients de se concentrer sur leur cœur de métier et de les libérer finalement sur des tâches qui peuvent être annexes finalement à leur cœur de métier et sur lesquelles nous, on va apporter de la performance à la fois opérationnelle et des leviers financiers
qui vont leur permettre de réaliser les projets quels qu'ils soient, que ce soit dans le domaine de l'innovation, que ce soit dans le domaine du recrutement, du domaine de la fidélisation des collaborateurs, etc. Et donc ça, à travers trois solutions, trois modes de delivery finalement, donc du consulting, nous sommes une société de conseil. On a également des services managés, justement pour déléguer auprès des équipes en interne certains services et certaines tâches. Et enfin, on a des solutions logicielles, donc nous sommes récemment éditeurs de logiciels pour accompagner les missions opérationnelles que l'on met en œuvre chez nos clients. Aujourd'hui, Hemming est positionné dans 14 pays, donc on a vraiment la capacité d'accompagner nos clients sur l'ensemble de ces pays. Donc ce sont des filiales avec des collaborateurs natifs qui sont présents dans ces pays et qui peuvent, par exemple, pour le sujet d'aujourd'hui, vraiment travailler sur les financements de l'innovation, de l'investissement sur l'ensemble de ces territoires et apporter une solution complète et une vision complète finalement des champs des possibles lorsque on a un souhait de s'installer ou de développer une activité dans l'un de ces pays. On est présent aussi près de nos clients en France, puisqu'on est une entreprise française avec des bureaux installés dans la plupart des grandes villes, donc à la fois des bureaux commerciaux, mais aussi de la production, donc c'est-à-dire du consulting sur ces différents sites. Si je fais un petit focus, quelques chiffres clés sur Hemming, puisque peut-être certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Donc 1300 collaborateurs au total sur l'ensemble des pays, 35 années d'existence, entreprise française avec un siège basé à Levallois, et on est très fiers de notre taux de fidélisation de nos clients puisque 95% d'entre eux renouvellent les missions que l'on fait chaque année avec eux. Donc là, je fais un petit focus sur notre rôle au niveau des subventions publiques, des aides publiques, dont on va parler plus précisément, pour vous montrer un petit peu notre positionnement et notre rôle finalement dans cet écosystème du financement de l'innovation. Vraiment, on se trouve au cœur entre les entreprises industrielles qui ont des besoins d'innovation, de devenir plus compétitifs, d'adresser de nouveaux marchés, financer leurs investissements industriels, et les financeurs publics qui sont assez variés, mais qui ont en général une attente un peu différente par rapport aux besoins de l'entreprise, qui eux est de décarboner l'industrie, soutenir, développer l'emploi sur leur territoire, réindustrialiser les territoires, ou pour certaines filières apporter une certaine souveraineté industrielle sur le territoire français ou régional. Donc nous, on se positionne vraiment comme une courroie de transmission, et c'était la volonté aussi de notre partenariat avec le LCL, de pouvoir finalement accompagner les clients du LCL sur ces financements publics et savoir si on y a accès, ou pas. Donc, comment se matérialise aujourd'hui en France? Il faut retenir qu'il y a deux grands axes qui sont financés par les financeurs publics, les pouvoirs publics. Ce sont l'innovation, les projets d'innovation et les projets d'investissement industriel. On les détaillera un petit peu plus tout à l'heure. Et en fait, dans chacun, vous avez des programmes d'investissement. Ensuite, vous avez des opérateurs qui vont les opérer, donc BPI France, l'ADEME, donc c'est eux qui vont distribuer les enveloppes. Et dans chacune de ces enveloppes, en fait, elles sont distribuées en général par des appels à projets. Donc, ce sont des concours. Donc, il y a un taux de succès. Donc, notre deuxième valeur ajoutée, après avoir bien défini si votre projet était éligible ou pas à un financement public, c'est de lui donner plus de chances d'être élu. Et donc, c'est ce taux de succès qu'on va multiplier par 3 par rapport au taux national, qui permet à nos clients finalement de gagner plus de temps et d'être plus efficaces dans la recherche de ces subventions, qui sont conséquentes. Il y a un programme qui s'appelle France 2030 notamment, 54 milliards d'euros mis sur la table pour les 5 prochaines années, sur 5 ans, pardon, dont près de 8 milliards cette année et près de 10 milliards, je crois, l'année prochaine. Donc voilà, il y a des financements disponibles, et on va vous détailler un petit peu plus précisément lesquels sont-ils pour vos sujets d'investissement dans l'industrie. Je te laisse la parole, Pascal. Ouais, merci Thomas. Aujourd'hui, donc, en propos liminaire, l'idée c'est de traiter deux sujets d'investissement, deux grandes familles d'investissement, l'investissement productif et l'investissement en lien avec la décarbonation. Avant de ce faire, on va juste remettre de manière macro en place les idées concernant l'organisation du soutien public aux investissements.
Alors cette slide-là, elle a pour mérite de montrer les choses dans le temps. Donc on avait effectivement dans la période Covid un plan de relance de 100 milliards, donc 40 milliards financés par l'Europe. Et suite à ce plan-là, l'idée c'est de continuer l'ambition vers une société d'industrialisation de champions PME et de champions de la transition écologique avec le programme France 2030. C'est 54 milliards, il y a 39 milliards qui ont été déjà consommés. C'est un plan quinquennal qui va venir à la fois en lien au support à la R&D et à l'investissement productif industriel. Et vous avez aussi des programmes qui viennent en complément, notamment sur les sujets plutôt d'investissement, donc le FEDER, FERADER, et on reviendra dessus un peu plus tard dans la présentation. Et c'est surtout de montrer que voilà, vous avez des programmes qui sont en vigueur jusqu'en 2027-2026 et qui vont avoir comme opérateurs des guichets spécifiques qui vont traiter de sujets en lien avec les thématiques que vous allez viser. Donc ça, c'est pour définir le cadre et les politiques publiques en vigueur qui vont pouvoir venir aider vos projets à recevoir un financement, un soutien public. Les guichets thématiques prioritaires. Quels sont les mots-clés et pourquoi on évoque ces sujets-là? Alors effectivement, on a des opérateurs bien connus, ça peut être la BPI France, Région de France, qui sont effectivement des autorités compétentes pour venir en soutien à un investissement productif et ou en lien avec la décarbonation. Vous avez l'ADEME, les agences de l'eau qui vont traiter effectivement de la ressource en eau avec le plan eau, la caisse des dépôts et consignations. Donc ça, c'est des guichets qui, on va dire, sont non exhaustifs, qui sont majoritairement ceux qui vont opérer les financements publics, et surtout de retenir les mots-clés suivants, les thématiques prioritaires, décarbonation, transition énergétique, récupération de chaleur, et on aura une slide là-dessus un peu plus tard, l'économie circulaire, le plastique, le carton, le papier, la mobilité, le transport durable, la santé, la bioproduction numérique, l'intelligence artificielle et le numérique responsable de manière globale, la modernisation agroalimentaire, les métaux critiques et, in fine, la modernisation industrielle, relocalisation, investissement productif. Tout ça, ça vient soutenir quoi? Ça vient soutenir principalement l'industrie, sa souveraineté, sa compétitivité et, en deuxième temps, la transition écologique. Ça, ce sont vraiment les mots les plus importants quand vous présentez un projet. Il faut absolument cocher les cases de la souveraineté, de la compétitivité et de ce qui va faire de vous un champion de l'environnement, quelles que soient les thématiques abordées. Pour la première famille d'investissements productifs, le pari aujourd'hui, c'était de montrer qu'il y avait deux façons de faire appel à des financements publics. Vous avez la possibilité de le faire par le prisme d'appel à projet. Il y a une politique publique en vigueur qui est France 2030 et cette dernière met en place, opère des appels à projets. À date, il y a un peu plus de 230 qui ont été lancés depuis 2022. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si vous traitez de l'investissement productif, l'idée, c'est de soutenir les meilleurs projets d'investissement qui doivent répondre aux objectifs de cette politique publique France 2030 pour accompagner des initiatives ambitieuses et rapidement industrialisables sur le sol français et ou relocaliser ces activités qui sont considérées comme critiques et stratégiques. On peut citer comme exemple immédiat l'amoxicilline pour les antibiotiques, le paracétamol pour citer un sujet qui est vraiment vital pour le domaine de la santé et qui concerne effectivement l'idée qu'on va pouvoir fabriquer tout ça non pas sur un territoire étranger mais sur un sol français. Donc l'idée ici c'était de vous donner deux exemples d'appels à projets, c'est pas exhaustif mais ils sont vraiment fléchés pour aider à l'industrialisation de l'innovation. On va cibler quoi? Principalement PME, ETI et par extension des grands groupes qui, dans certains cas, selon le niveau de criticité de leur projet, donc encore une fois, souveraineté, compétitivité, pourront répondre à ces appels à projets. Mais c'est principalement les PME, les startups, voire les ETI qui vont pouvoir bénéficier de ces deux appels à projets pour supporter quoi? Les premières industrielles, les extensions capacitives, nouvelles lignes de production, voire relocalisation. Donc le premier appel à projet, c'est l'appel à projet France 2030, première usine. Il n'est pas thématisé, donc c'est tout secteur confondu. On recherche des projets de plus de 5 millions d'euros
et principalement, on sera aidé sous un mix de subventions avances remboursables. C'est une intensité d'aide qui va jusqu'à 45%. Donc ici, encore une fois, c'est une première industrielle, extension capacitive. Et on répond selon des dates de relève et on doit suivre les attentes gouvernementales selon le cahier des charges de l'appel à projet. Encore une fois, on est là pour aider à déchiffrer l'éligibilité d'un projet et savoir si on est à même de pouvoir présenter un dossier sur cet appel. De même pour l'appel à projet, encore une fois, c'est un deuxième exemple qui est pour le coup thématisé, va concerner la santé et la bioproduction. C'est un appel à projet qui s'appelle Industrialisation et capacité santé 2030. Là, ici, on va rechercher des budgets supérieurs à 1 voire 2 millions d'euros si on est en collaboratif. Et de même, on sera aidé sur un mix de subventions avances remboursables, qui est un critère de toute façon incontournable en France quand on veut être aidé sur les soutiens à l'innovation et ou à l'investissement. Donc ici, on répond par des appels à projets. Dans le second cas, on peut avoir des investissements productifs, capacitifs, donc CAPEX, et on peut le présenter aussi avec une approche auprès des autorités compétentes. Autrement dit, dans le cas présent, présenter une idée de projet d'investissement pour relocaliser une activité, on peut challenger la région qui elle-même va pouvoir, après présentation de ce projet aux institutionnels, va pouvoir activer des leviers. Ici, il y a deux exemples de leviers. Donc, les régions sont compétentes pour la croissance économique. Il faut toujours les approcher, pitcher votre projet et être sûr que ce projet-là va répondre aux priorités régionales. Chaque région en France aura ses propres priorités. Donc, c'est effectivement ces argumentations-là qu'il faut présenter vraiment en amont. Donc, les leviers, quels peuvent-ils être? Vous avez, dans un premier temps, le FEDER, qui est un fonds européen pour le développement rural, développement économique. L'idée ici, c'est de soutenir l'investissement productif des PME et par extension des grands groupes selon les priorités régionales et la nature du projet. Donc, c'est un fonds qui est en cours jusqu'en 2027 avec une dotation de 9 milliards d'euros. Ici, on sera sur des thématiques principalement économiques et sociales, cohésion, compétitivité. Dans un second temps, selon la nature des projets, vous avez aussi le FEADER, qui est un fonds de dotation de 10 milliards d'euros. Pareil, c'est des fonds qui sont opérés par les régions, mais qui proviennent d'enveloppes européennes. Et ici, on sera plutôt sur l'investissement productif en lien avec l'agriculture, l'agroalimentaire. On portera des projets PME, extension grande entreprise, selon encore une fois les priorités régionales et la nature du projet. Encore une fois, ce sont deux exemples, mais l'idée c'est d'avoir une boîte à outils qui puisse aider votre investissement productif avec les leviers, et ces leviers-là, selon les autorités approchées, pourront être activés ou pas selon la nature du projet. Concernant la deuxième famille d'investissements de décarbonation, en lien avec la décarbonation, pardon, ici, c'est de décrire le contexte. Donc, tout à l'heure, on avait décrit le cadre des politiques publiques France 2030. Ici, la décarbonation, c'est clairement des objectifs qui sont à la fois donnés par la Commission européenne et qui sont ensuite traduits et intégrés au niveau national, donc gouvernemental, par un cadre et par des plans d'action. Quand vous investissez pour la décarbonation, vous avez un cadre qui est France 2030, qui va avoir comme objectif de pouvoir dépenser un peu plus de presque 6 milliards d'euros, suivant des thématiques qui peuvent être le déploiement de solutions de décarbonation pour les sites industriels. Et il y a un fonds de 610 millions d'euros qui concernera l'innovation et le développement des technologies pour une économie bas carbone, SNBC. Et de même, stratégie hydrogène, donc 9 milliards pour faire émerger une filière française de l'électrolyse. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit s'inscrire dans un plan d'action, et vous avez France Nation Verte ici, la décarbonation de l'industrie et ses orientations et perspectives. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que les objectifs qui sont affichés pour 2030, c'est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour mettre en place ça, il y a des actions précises qui sont ensuite transcrites sous forme d'aide financière. Donc, l'idée, c'est de diviser par deux, effectivement, les émissions des 50 sites les plus polluants, et c'est de développer un soutien à l'écologie industrielle territoriale. Ça, c'est vraiment ce qui va être vraiment important. De même, c'est de lancer une stratégie de
capture, de stockage et utilisation du carbone, et ce de s'inscrire dans un projet de loi relatif à l'industrie verte qui a été annoncé en 2023. Quels investissements soutenus pour la décarbonation? Donc ici, vous avez un listing assez exhaustif de ce qui va être attendu, tant en termes de thématiques qu'en termes d'enjeux. Sur les thématiques, on va s'attendre à avoir une meilleure gestion des ressources naturelles, notamment l'eau, des thématiques qui sont en lien avec la modification du mix matière, substitution de matériaux, efficacité matière. Vous avez des thématiques qui portent sur la modification du mix énergétique, donc on pensera immédiatement à se démarquer complètement des énergies fossiles pour tendre vers un mix énergétique qui est moins lié à ces énergies fossiles. Donc ça va être l'électrification des procédés, les énergies thermiques renouvelables et récupération de gaz décarbonés. Ensuite, vous pouvez être sur des sujets d'efficacité énergétique. Donc ici, ça va concerner principalement la performance des procédés et, in fine, la récupération et la valorisation d'énergie de chaleur fatale. On y reviendra plus tard sur un fonds qui concerne effectivement cette thématique et ces enjeux-là. Et enfin, sur les deux derniers chapitres, qui sont non des moindres, vous avez des sujets, donc, comme je disais précédemment, de captage et stockage et utilisation du CO2. Donc, on va séquestrer le carbone sur des procédés industriels, voire les réutiliser et les réincorporer dans les procédés industriels. C'est une des façons de décarboner les plus efficaces possibles. Et enfin, vous avez le chapitre de l'économie circulaire, réutilisation, recyclage de la matière. Ça va concerner les métaux, les cartons, ça va concerner le plastique, tous les matériaux qui ont vocation à être dans un cercle plus vertueux et pour valoriser de manière énergétique les déchets le plus efficacement possible. Ça, c'est pour les investissements et leur nature. Donc ici, on ne va pas vous présenter tous les leviers, mais il y a un premier, on a fait un choix sur deux leviers. Il y en a un qui s'appelle le fonds de transition juste, qui découle des fonds européens et de Next Generation EU, qui sont opérés par les régions. Alors à savoir, ici, vous avez la carte de France des sites qui sont concernés. Donc ça ne va pas concerner tous les territoires, mais principalement les sites les plus émetteurs en gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir 6 programmes régionaux qui sont à hauteur de presque 700 millions d'euros pour soutenir l'investissement dans la connectivité numérique, les technologies énergétiques propres, la réduction des émissions, évidemment, et la réhabilitation des sites industriels. Friches industrielles, donc on va pouvoir faire appel à ce type de fonds-là. Ça peut concerner aussi l'aspect formation et reconversion des travailleurs, mais là, on ne sera pas effectivement sous l'enjeu de la présentation d'aujourd'hui en lien avec les investissements. Donc les bénéficiaires, toujours pareil, on va être surtout sur un sujet TPE, PME pour l'investissement productif. Et certaines régions acceptent la participation des grandes entreprises à ce fonds, mais uniquement sur des activités de recherche. Donc je cite par exemple la région de Fos-sur-Mer, où le FTJ opéré par la région Sud accepte ce type de projet plus en lien avec la recherche. Mais on est un peu hors sujet aujourd'hui par rapport à cette présentation. Enfin, le deuxième levier, deuxième exemple, c'est un fonds chaleur. C'est pas un fonds nouveau puisqu'il existe depuis un peu plus de 10 ans, qui est opéré par l'ADEME et par les régions, qui va concerner principalement les entreprises du secteur de l'habitat collectif, du tertiaire, de l'industrie et de l'agriculture. Quel type de projet? Des projets principalement de biomasse, solaire thermique, réseau de chaleur et de froid, géothermie, méthanisation, valorisation de chaleur fatale. Ce fonds, il existe pourquoi? Pour qu'on puisse tendre vers 2030 à ce que plus de 38% de la chaleur et du froid consommés soit d'origine renouvelable. C'est ça l'objectif de ce fonds-là, qui a pour but effectivement, comme je disais, sur les types de projets, de récupérer, d'avoir des projets de production de chaleur à partir d'énergie renouvelable et de récupération d'énergie. Donc on soutient les entreprises dans leurs projets de production de chaleur et de froid. Et tout ça permet d'avoir un financement sur le coût de l'installation, des études de faisabilité et le conseil associé. Donc, on va être sur des niveaux d'investissement supportés jusqu'à 60% pour ce qui va concerner les réseaux de chaleur et de froid, et jusqu'à 45% de l'investissement concernant les énergies renouvelables, donc biomasse, solaire et géothermie.
Et enfin 30% pour ce qui va concerner la récupération de chaleur fatale. On peut avoir un bonus effectivement de 10 à 20% pour les PME qui portent ce type d'investissement. Donc ça, c'était sur les deux familles qui peuvent supporter l'investissement, donc productif et en lien avec la décarbonation. Maintenant, parlons des bonnes pratiques. Ici, vous avez les principales étapes d'une demande d'aide publique. Vous avez deux niveaux. Vous avez le niveau qui concerne les interactions avec les pouvoirs publics, et ensuite, au niveau de l'entreprise, quelles sont les principales étapes de demande des aides. Donc ici, c'est des bonnes pratiques qui concernent le cycle de vie d'un projet, sachant que tout ce qui va concerner l'amont, c'est-à-dire le pré-dépôt, consiste à une approche des institutionnels de maturation du projet et préparer une présentation la plus simplifiée possible. Simplifier ne veut pas dire chiche en termes d'input et de data, mais une présentation simple qui permette aux financeurs de se projeter en termes d'ambition et d'impact de votre projet. Donc, pour l'entreprise, ça va être de pitcher effectivement et d'approcher les financeurs. Si c'est un appel à projet, c'est d'approcher l'opérateur du guichet pour déposer un pré-dépôt, donc qui est souvent un PowerPoint, de pouvoir soumettre un dossier complet. Et ensuite, sur une période de 3 à 6 mois qui consiste au dépôt d'un dossier ou d'un pré-dossier, vous allez avoir une étape de présélection et d'instruction qui peut se matérialiser par une audition par les autorités compétentes et qui permet in fine de pouvoir avoir une décision, une notification de financement. Donc sur la période de 3 à 6 mois, vous allez être challengé sur vos demandes, vos questions-réponses. Effectivement, on rappelle, mais je le dirai un peu plus tard, qu'aucune dépense ne doit être engagée en amont du dépôt du dossier complet. Ça, c'est un critère important. Et c'est un échange avec les experts et sur leur demande de fourniture de compléments d'information pour ajuster le niveau de soutien à l'investissement et de l'aide publique dont vous allez pouvoir bénéficier. Suite à cette décision de financement, vous êtes sur une phase de contractualisation qui permet d'avoir une convention avec le financeur. Cette convention va déterminer l'échelonnement des versements, de l'aide versée au début, au milieu et à la fin du projet selon les étapes clés convenues dans la convention. Et donc, convention dit suivi de projet. Donc ça, c'est un critère qui est important. C'est quand vous bénéficiez d'une aide, vous devez faire un reporting et vous devez rassurer le financeur sur le plan que vous avez vendu à la signature de la convention. C'est-à-dire, à étape 12, donc 12 mois, vous devez expliquer dans les étapes clés ce que vous avez fait, ce que vous avez dépensé. Ça s'appelle la sécurisation des versements de l'aide. Donc ici, c'est une vision macro de ce qui sera demandé quand vous êtes dans une demande d'aide publique. Ce qu'il faut bien retenir ici, c'est selon 3 critères, c'est nos conseils, c'est anticiper, structurer, dézoomer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le premier critère, ça va être, le premier point, ça va être l'éligibilité d'un projet qui doit répondre soit aux objectifs de l'appel à projet, soit aux objectifs des autorités compétentes, notamment régionales, voire nationales. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être l'incitativité de l'aide. Donc les travaux ne doivent pas avoir été commandés avant le dépôt du dossier complet. Ça, c'est un critère incontournable. La disponibilité des fonds, donc c'est toujours l'idée que pour 1 euro d'un projet, vous recevez 1 euro d'aide publique. Donc les fonds propres disponibles doivent être au moins équivalents au montant de subventions sollicitées. Sur le critère de la pérennité de l'activité, ça concerne stricto sensu l'entreprise. Est-ce que cette entreprise est en bonne santé? Vous allez être challengé par les financeurs sur cet aspect-là. Qui mène au second point va être la régularité fiscale et sociale. Donc l'organisation est à jour des obligations fiscales et sociales. La notion d'exclusivité, ça veut dire effectivement une même dépense ne doit pas faire l'objet d'un financement dans le cas d'une autre subvention. Autrement dit, on évitera toujours la notion de double financement, critère incontournable également. Et enfin, les 2 derniers points qui sont les plus importants pour présenter un projet auprès des financeurs, c'est que dans le cadre des politiques publiques, aucun projet ne respectant pas les critères de respect de l'environnement ne sera pas financé.
Ça, c'est vraiment important. Donc, cette notion de durabilité, c'est un critère qui concernera, quels que soient les secteurs, toutes les demandes de financement public. Et enfin, le dernier point, c'est quand vous présentez un projet, vous devez absolument comprendre quelle est l'ambition, les retombées, quels sont les impacts. Donc, les projets doivent avoir des impacts positifs sur l'emploi direct et indirect en France et à l'international. Des impacts pour la filière qui est visée et des impacts effectivement les plus respectueux de l'environnement, ACV réduit, diminution des gaz à effet de serre, pour citer quelques KPI importants en termes d'impact, ou diminution des ressources consommées, en économie circulaire notamment, et avoir des circuits courts dans les bonnes pratiques sectorielles. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est vraiment anticiper les demandes en amont de toute commande, évidemment, de bien structurer, de bien comprendre quelles sont les retombées et impacts attendus, et ensuite dézoomer, c'est prendre du recul par rapport à un projet et quelles en sont ses conséquences au niveau interne de l'entreprise, au niveau externe et au niveau rayonnement business, notamment sur le sol français, le sol européen, plus largement de manière globale. Ça, ce sont des bonnes pratiques qui sont vraiment des préalables importants pour la réussite d'un financement. Et pour mener à effectivement une évaluation de votre projet, une idée d'évaluation, dans notre métier, ce qu'on est amené, c'est de positionner un projet, de le comprendre et de le positionner effectivement avec une sorte de boîte à outils qu'on pourrait appeler un GPS pour s'orienter dans le méandre des différents leviers possibles, l'éligibilité par rapport à un projet, la compréhension qu'on en a. Donc l'idée, cette vision radar que vous voyez sur la slide, est selon certains critères qui sont la cohérence du business plan, le degré d'innovation qui peut être important sur certains investissements, le budget en lien avec la santé financière, effectivement, si on demande 5 millions d'euros, il faut être en capacité de financer la partie qui ne sera pas couverte par le financement. Quels sont les impacts environnementaux et sociaux? Donc vous avez un visuel ici qui permet de comprendre effectivement si vous êtes en capacité ou pas à demander déjà une aide publique. Et ensuite, quel type d'aide publique? Donc en gros, c'est compréhension de projet, GPS et positionnement sur les politiques publiques, premier point. Est-ce qu'on est en lien avec les exigences de l'État et de l'Europe par rapport à un investissement? Et quel guichet on va pouvoir solliciter, soit via des appels à projets, avec des dates de relève précises, soit en contactant directement les autorités compétentes. Là, ici, on cite un exemple un use case qui concerne une grande entreprise dans le domaine du papier, donc un papetier. On est sur un programme qui va associer à la fois innovation et investissement. Alors, pourquoi on le montre ici? Dans la durée de vie d'un projet, vous avez une montée en maturité technologique. Donc, cette montée en maturité technologique peut correspondre à des dépenses de R&D, mais qui mènent in fine, et c'est le but de l'innovation, c'est de s'accélérer vers l'industrie et d'être sur des phases d'investissement industriel dans un second temps. Donc en fait ici, c'est pour montrer les vertus des différents dispositifs fiscaux et d'aide publique qui marchent toujours mieux en synergie que seuls. Dans le cas présent, vous êtes sur une innovation technologique qui est à peu près de 1,2 million d'euros d'investissement en R&D. Donc ça concerne, dans le cas présent, une nouvelle technologie d'intégration de papier recyclé dans le process de fabrication. Donc vous allez être aidé, dans le cas présent, c'était l'ADEME sur un dispositif innovation qui vient aider à hauteur de 50%. Ces dépenses-là peuvent être soumises aussi à l'assiette éligible de crédit d'impôt recherche, donc c'est les 30% du dispositif qui s'applique sur le montant qui a été financé. Donc autrement dit, c'est 600 000 euros permis par ADEME Innovation et 180 000 euros sur la déclaration de crédit d'impôt recherche qui mène à un total de 780 000 euros. Donc autrement dit, 65% de ce montant-là. Et ensuite, pour aller plus loin, on a sollicité l'ADEME Investissement qui concernait la montée en production et la commercialisation. Donc, on parle d'achat d'équipements pour la production série. Donc ici, l'investissement industriel était d'un montant de 750 000 euros. Et donc, via la sollicitation de l'ADEME sur cet investissement vertueux et capacitif, on a pu obtenir 300 000 euros qui concernent 40% du montant de l'investissement. Donc, autrement dit, sur un budget total de 1,9 million, le support de l'aide publique, et en concernant aussi le crédit d'impôt recherche, a pu monter jusqu'à plus de la moitié de cet investissement.
et contre 360 000 si vous étiez uniquement sur un dispositif dit de crédit d'impôt recherche, sachant que ce dernier va s'arrêter à un TRL de 6 maximum et ne va pas concerner l'investissement industriel qui s'ensuit. Donc, voilà, pour la présentation aujourd'hui, pour rappeler effectivement les différents critères, donc pensez bien à anticiper, à bien structurer. Ici, on a fait le pari de présenter à la fois des investissements productifs et des investissements en lien avec la décarbonation, mais ce sera toujours de bien comprendre les impacts et les retombées de votre projet afin que vous puissiez donner des perspectives enrichissantes pour les financeurs, qu'ils soient régionaux et ou nationaux, et qui puissent avoir effectivement l'idée de certaines incitativités de l'aide qui vous permettra d'accéder à ce support-là. Merci beaucoup Pascal, merci de cette clarté, je trouve très pédagogique aussi dans l'approche et les retours de cas d'usage, et merci Thomas aussi pour le début de la présentation sur Henning. Nous, ce qu'on peut témoigner en fait un peu opérationnellement, c'est que on présente, on est évidemment au contact de nos clients, de nos prospects sur l'ensemble de ces projets. Et je me souviens, Thomas, quand on s'était rencontrés il y a quelques temps, vous aviez montré une slide dans laquelle on voyait à 360 tous les types de guichets possibles sur les subventions et le domaine du public. Et en fait, c'était complètement incompréhensible, une complexité sans nom, quoi. Alors, France 2030 simplifie un peu les choses, mais amène aussi d'autres formes de complexité dans ce qui est autorisé ou pas. Et donc, dans cette forêt-là, nos chargés d'affaires entreprises d'LCL, qui sont vos interlocuteurs, messieurs, dames, les participants au quotidien, finalement, ils s'y retrouvaient pas et on n'optimisait pas les choses. Et c'est pour ça qu'on a été chercher l'expertise des MIG en premier lieu. C'était pour nous aider au travers des projets de nos clients un peu différenciants, un peu innovants, à faire les meilleurs choix et à optimiser les plans de financement. Et évidemment, en plus, c'est très en connexion, tu l'as dit tout à l'heure Pascal, mais avec nos différentes solutions de financement de l'innovation, de la décarbonation, des sujets du green au sens large, pour lesquels on a des enveloppes souvent bonifiées en termes de conditions qui permettent de faire le complément à hauteur bien sûr de la capacité de remboursement de notre client après l'étude de son dossier. Donc on voit bien cette complémentarité et surtout le côté un peu test and learn de voilà, j'ai tel projet, je sais pas bien à quoi je vais avoir peut-être droit ou pas, et la rencontre d'Hemming permet de clarifier ça. On prépare en général les choses comme il faut en termes de connaissance du projet, et ça permet d'avoir vraiment des rendez-vous d'experts qualifiés. On viendra à l'issue, bien sûr, de ce webinaire aussi. Si vous avez des projets, on serait ravis de pouvoir échanger avec votre chargé d'affaires, évidemment, et ensuite faire le go-between avec les équipes qui sont présentes en plus en local, en région, auprès des links. C'est un acteur un peu national qui a un peu de manpower, donc de la proximité, et trouver vraiment les meilleures solutions. Puis Thomas, je te laisse bien sûr la main aussi pour compléter, mais un autre témoignage que je voulais faire aussi à ce stade, c'est que on se rend pas toujours compte. Moi, je le vois en tant que banquier accompagnateur des clients dans leur programme de transformation, mais un appel à projet, c'est complexe d'une part, et c'est une compétition par rapport à d'autres projets. Et donc cette logique de compétition, on l'a pas toujours en tête. On pense que finalement tous les projets pourront être plus ou moins financés. En réalité, il faut un peu comme un sparring partner, quelqu'un qui irait chercher un coach. J'aime bien ce nom-là. Et je trouve que Hemming représente un peu pour moi ça, le coach qui va vous permettre d'être le mieux préparé et avoir les meilleures chances de succès dans votre projet d'innovation, de décarbonation qui rentre dedans. Et du coup, éviter de vous faire perdre du temps aussi à l'inverse, ou des fantasmes sur la faisabilité de la chose. Et c'est quand même ça qu'on vient chercher en général aussi auprès de son banquier conseil. Thomas et Pascal, je vous laisse peut-être compléter. Ouais, mais merci Rodolphe. Je fais le rebond là, il y a quelques questions et n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions. Sur un peu le timing, à quel moment justement présenter son projet, en parler à son chargé d'affaires, à Hemming, et quels éléments aussi, il y avait une question là-dessus, finalement, avec quels éléments je dois venir pour commencer déjà à parler de mon projet. Oui, alors c'est une bonne question et je te remercie Rodolphe parce que c'est vraiment important ce que tu viens de dire sur l'aspect, voilà, on n'est pas toujours éligible à un financement et on doit comprendre pourquoi. Et l'aspect d'éligibilité est vraiment important avant de se lancer dans une demande de financement qui va prendre du temps et peut être déceptive en cas de refus. Donc c'est vraiment s'aligner là-dessus et d'avoir vraiment une boîte à outils, un outil d'aide à la décision.
par rapport à la demande de financement, il y a souvent, quand le faire, il y a souvent des arbitrages au sein des entreprises sur des investissements N sur N ou N plus 1. L'idée, c'est qu'à partir du moment où il y a une décision au niveau du comité de direction qu'il va y avoir un investissement, voilà, on peut commencer à demander des devis, mais certainement pas commencer à se poser la question de faire une demande de financement, alors qu'on n'a pas du tout, on est un peu, on est un peu tard par rapport à cette commande, et donc il faut vraiment se projeter dans un planning réaliste et anticiper les demandes le plus possible. À partir du moment où il y a une décision d'investissement, c'est déjà d'activer les choses, et comment on le fait, c'est de comprendre en fait la nature de vos investissements. Donc on a souvent des revues de fichiers Excel qui sont des listes de nature d'investissement et des coûts associés. Et on parlait de dézoomer tout à l'heure dans la slide, c'est vraiment ça, c'est de prendre l'ensemble des investissements, d'avoir une vision globale. Donc la nature des datas que vous pouvez nous faire parvenir, en tout cas celles que je peux voir moi, sont souvent des pitchs génériques qui reprennent la nature d'un projet au niveau global, qui peut intégrer aussi des phases d'innovation d'ailleurs, et de comprendre en fait quel est le macro-planning et le Gantt associé, autrement dit, quand est-ce que je dois démarrer. Parce que c'est ça qui va conditionner en fait le travail. Il peut y avoir des situations où on est dans une urgence, et là, à ce moment-là, on n'a pas le même accompagnement que si on est sur des phases où on peut prendre 3 mois de réflexion, préparation d'un pitch, présentation auprès des autorités compétentes. Donc tout ça s'effectue par rapport à un momentum chez le client qui est fonction de sa décision d'investir rapidement ou à moyen, voire à long terme. Très bien, merci Pascal. Alors, il reste juste 3 minutes, donc on n'a pas beaucoup de temps pour répondre, donc on pourra peut-être répondre aux autres questions en prenant contact avec vous. Il y a une question sur la relocalisation, le financement autour de la relocalisation de certaines activités industrielles. Est-ce que l'agroalimentaire pourrait être un secteur concerné? Oui, Euh, et, euh, et est-ce que tu as absolument. aussi à peu près le pourcentage en termes de part de subvention et ce qui reste finalement en autofinancement pour l'entreprise Alors, sur ce type d'aide? ouais, alors, alors la réponse est oui, souveraineté alimentaire, c'est oui, 1000 fois oui. Vous avez eu, alors j'ai présenté 2 appels à projets capacité santé et puis première usine. Il existait aussi le même appel à projet qui concernait la capacité agroalimentaire. En gros, c'est de se dire, on a eu des projets lauréats type lécithine de soja, plutôt que les produire malheureusement en Ukraine, il y a eu l'idée de pouvoir relocaliser en France. Donc ces projets-là de relocalisation de l'activité agroalimentaire, c'est 1000 fois oui. Après, les guichets seront plus forcément les mêmes, seront peut-être à réactiver. Et c'est à nous de déchiffrer tout ça et d'activer les choses. Mais oui, c'est des projets complètement éligibles. Encore une fois, la souveraineté, c'est aussi la souveraineté alimentaire, donc il n'y a aucun problème avec ça. Bien au contraire, l'idée, c'est de réindustrialiser le territoire français et de relocaliser. Donc ça, c'est un mot-clé important en vue d'une demande de financement. Très bien, merci Pascal. Il y avait une question aussi autour de l'obligation. Enfin, est-ce qu'une entreprise peut effectuer par elle-même sa demande d'aide publique? Donc ça, oui. Il n'y a pas une Bien sûr. obligation d'avoir un accompagnement. Ah Comme le non, pas du disait tout. Rodolphe, on va faire gagner en termes d'efficacité, à la fois dans le ciblage de l'aide et dans la présentation du dossier. Et une question sur notre accompagnement, Pascal, est-ce qu'il consiste également à avoir une approche globale en termes de conseils et donc de permettre de combiner les subventions et les aides visées avec d'autres sources de financement? Absolument. J'en ai parlé un tout petit peu sur l'idée du double financement, par exemple. On se trouve souvent dans des cas où il y a des entreprises qui bénéficient d'un soutien à l'innovation et ensuite après à l'investissement. C'était le use case que j'ai présenté sur l'industrie papetière. L'idée, c'est par exemple, on avait un cas où on pouvait bénéficier à la fois du C3IV, qui est le crédit d'impôt industrie verte, à la fois d'un appel à projet BPI métaux critiques, et à la fois déclarer du crédit d'impôt recherche. On est obligé de prendre en considération tous ces faisceaux-là fiscaux, puisque de toute manière, c'est quelque chose qui va être déclaratif après au niveau de la subvention. Ce que vous percevez en subvention, vous le défalquez sur l'assiette éligible crédit d'impôt recherche. Pas la totalité, mais donc tout ça, en fait, se fait de manière
de manière rationnelle et par rapport à un bien fondé qui est est-ce que je peux accéder à ce financement public au vu de la nature de mon projet. Et après, ça n'exclut pas du tout, bien au contraire, il faut tenir compte de tout ce qui va être demande rétroactive. Donc, la demande de subvention, en gros, c'est le futur, et les demandes en lien à la fiscalité de l'innovation, on regarde dans le rétroviseur. Donc, tout ça, on est obligé de le prendre en considération d'une manière ou d'une autre. Parfait, merci beaucoup Pascal. Bah, écoutez, je pense que peut-être Thomas, on peut s'arrêter là puisqu'il est 11h45 et que on avait prévu de pas trop vous prendre plus de temps que ce que vous nous avez consacré. Vraiment à tous les deux, un grand merci pour l'organisation de ce webinaire. Merci Chloé aussi dans la technique et donc vous recevrez bien sûr les slides qui vous ont été présentés et l'accès au replay pour tous les participants et pouvoir faire participer votre écosystème a posteriori. Et surtout, pour tous les projets, toute la suite, parlez-en à votre chargé d'affaires entreprise, qui est votre contact direct. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas, vous avez une adresse aussi côté Heming, vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn ou autre derrière. Et on fera le go-between pour les différents clients entreprises qui seraient prospects d'LCL. On sera ravis aussi de faire profiter de cette expertise. C'est pas réduit qu'à nos clients. Venez nous parler de vos projets et vous serez bien traité, bien reçu. Et on a beaucoup de solutions en dehors des expertises d'Heming aussi à apporter au sein de Smart Business et au sein du marché entreprise d'LCL qui vous accueille aujourd'hui. Donc, tous les deux, Pascal, Thomas, très bonne journée à vous, très bonne journée à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire sur Smart Business et ses différentes expertises. Ben, merci Belle à journée à tous. tous. Merci Belle Rodolphe et journée. merci à tous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir.